On vous retrouvera bien sûr à 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Le débat de France 24 ce soir est consacré aux objectifs du millénaire, ambitieux puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'éradiquer la pauvreté d'ici à 2015 dans les pays en voie de développement, entre autres par la voie de l'accès à l'éducation. 75 millions d'enfants en Afrique et dans les pays les plus pauvres du monde sont directement concernés par ce programme. En cette année 2010, l'initiative prend un relief particulier avec l'organisation de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud. Où en sont les avancées de ce programme, la mobilisation des États signataires ainsi que la mobilisation de l'opinion publique mondiale? Ce sont quelques-unes des questions que je poserai à mes invités, mais avant cela, un petit encadré qui permet de remettre dans leur cadre institutionnel les objectifs du millénaire. Ce n'est pas le moment de faiblir. 2008. 8 ans avant étaient définis les objectifs du millénaire pour le développement. 8 objectifs que les États membres des Nations Unies s'étaient engagés à atteindre d'ici 2015. Désormais, aux 2 tiers du parcours, le bilan de l'ONU reste mitigé. Tous les gouvernements ont signé les objectifs de développement du millénaire et les Nations Unies sont complètement en retard. Si l'on change la nutrition, on voit qu'on peut évoluer sur tous les autres indicateurs. La lutte contre la faim, l'égalité entre les sexes, le respect de l'environnement, autant de buts que se sont fixés les Nations Unies pour 2015. En matière de pauvreté, par exemple, il s'agit de réduire de moitié la proportion de la population qui vit avec moins d'$1 par jour. Si nous ne mettons pas en pratique notre engagement de redoubler d'efforts, nous trahirons notre promesse faite aux millions de pauvres dans le monde. Redoubler d'efforts, car l'aide publique au développement n'est toujours pas suffisante. La crise financière a aggravé le manque. En 2009, l'aide a pourtant augmenté de 0,7% par rapport à 2008. La légère hausse en termes réels est à 1000 lieues de satisfaire les besoins des pays pauvres qui souffrent aussi de l'impact de la crise. Autre objectif du millénaire, assurer l'éducation primaire pour tous. Aujourd'hui, 72 millions d'enfants n'y ont pas accès. Parmi eux, 33 millions vivent en Afrique et 55% sont des filles. Alors, je vais vous présenter maintenant mes invités avec lesquels nous allons nous occuper de cette question des objectifs du millénaire. À ma droite, Monsieur Roland Biache, qui est directeur général de Solidarité laïque. À ma gauche, Monsieur Bernard Hugonnier, qui est directeur adjoint pour l'éducation au sein de l'OCDE. Et puis, Monsieur Fabrice Ferrier, coordinateur de la campagne du millénaire des Nations Unies en France. Et nous serons peut-être en direct, si les moyens techniques le permettent, avec Jimmy Adjovi-Boko, qui est directeur de Diambar, une association pour le foot et l'éducation, qui est lui-même ancien joueur du club RC Lens. On verra si on pourra l'avoir dans quelques instants auprès de nous, enfin en tout cas en duplex depuis la ville de Lille. Messieurs, je voudrais commencer par la question la plus simple qui soit. En 2000, et je vais la poser à Monsieur Ferrier, quelle était la somme allouée aux objectifs du millénaire lorsque on s'est fixé cet objectif précisément ? Alors c'est une bonne question, mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas en mesure de donner un chiffre global sur les montants qui sont affectés à ces politiques, dans la mesure où l'ensemble des pays, et notamment les pays en développement, ont la charge de définir des politiques publiques, des politiques sociales, afin d'assurer la réalisation de ces objectifs. Donc il ne s'agit pas uniquement d'aide extérieure, qui proviendrait par exemple de l'aide au développement, mais bien de nous assurer que les gouvernements, notamment du Sud, mènent des politiques sociales afin d'assurer l'éducation pour les enfants, afin d'assurer également des protections sociales, afin d'assurer l'accès à un environnement sain, travailler sur le droit à la santé. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un montant global et on dirait tiens, on va mettre telle priorité, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est que chacun est responsable. Les pays du Sud doivent mener des politiques sociales, les pays du Nord doivent contribuer en tant que partenaires à augmenter l'aide au développement, à alléger la dette des pays du Sud et notamment à réformer le système commercial. Alors, Monsieur Hugonnier, est-ce qu'il n'y a pas là une forme de naïveté ou de candeur, j'allais dire, dans ce projet de confier à des gouvernements dont précisément la gouvernance est parfois douteuse, de soumettre, de proposer des programmes sociaux, des programmes d'éducation, des programmes de santé? C'est un grand débat parce que bien sûr vous trouvez dans un certain nombre de pays en développement, vous trouvez des dictatures
Et les dictatures ne sont pas forcément des États qui sont prêts à accepter la démocratisation de leur société. Et encore moins par l'éducation. Et encore moins par l'éducation. C'est très bien que plus les gens sont éduqués, plus ils veulent de démocratie, plus ils veulent de liberté. Donc ça, c'est une première chose. Mais on note quand même qu'il y a un recul du nombre de dictatures et de tyrans dans le monde, et c'est une très, très bonne chose. Grosso modo, les pays en développement accordent 16% de leur budget, ce qui est quand même pas mal. 16% pour l'éducation, c'est à peu près la moitié dans les pays développés. Donc ça prouve bien qu'ils mettent quand même l'accent sur l'éducation et qu'ils ont compris que sans éducation, il n'y aura pas de progrès économique, il n'y aura pas de progrès social. Donc je crois qu'on est quand même sur une pente qui est relativement positive. Est-ce que quelle forme prend cette aide, notamment en ce qui concerne les pays du Nord qui s'étaient engagés donc en 2000 dans cette voie? Vous parliez tout à l'heure des programmes que les pays, j'allais dire receveurs, mais finalement actionnaires et partenaires de ce programme ont à développer. Mais quelles sont les formes d'aide qui doivent venir du Nord? Pour l'essentiel, il s'agit d'aide budgétaire. Il y a une évolution des éléments de la coopération internationale depuis quelques années. Et c'est vrai que de plus en plus, les pays du Nord mettent leur aide dans ce qu'on appelle donc l'aide budgétaire, c'est-à-dire vraiment une contribution financière réelle et non pas une annulation de dette comme Fabrice vient d'y faire allusion, mais bien une contribution budgétaire qui permette justement au gouvernement de ces pays de mettre en œuvre leur propre politique. Parce qu'il y a quand même un élément de souveraineté nationale qui est important dans cette affaire. Et comme le disait monsieur, effectivement, il y a ce que mettent les États et qui est non négligeable, complété par l'aide internationale. Là, on a une idée du montant de cette aide internationale ? En matière d'éducation, les chiffres, je vais toujours les manipuler avec beaucoup de précautions, mais en matière d'éducation, grosso modo, je crois qu'il y a à peu près 2000 milliards de dollars qui sont consacrés dans le monde à l'éducation. Mais là-dedans, ça couvre l'ensemble du spectre, on va dire, de la petite enfance à l'université. Donc après, la ventilation des budgets au sein des systèmes éducatifs varie d'un pays à l'autre. Et c'est vrai que par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement, il s'agit surtout de mettre l'accent sur l'éducation de base, c'est-à-dire grosso modo la scolarité jusqu'à à peu près 15 ans, c'est ce qui est admis, et la parité. Alors, je voudrais avant qu'on poursuive ce débat, on regarde un reportage qui a été effectué par France 24 au Cameroun. C'est en liaison avec cette opération Un but pour l'éducation pour tous, dans une école où il est question à la fois de formation sportive, mais également, bien sûr, de formation à ce qu'on appelait autrefois l'honnête homme, c'est-à-dire l'homme instruit. C'est au Cameroun et ça s'appelle l'école sous les manguiers. C'est l'école sous les manguiers, à 50 km de Yaoundé. Seul établissement secondaire de la région, aux portes de la forêt équatoriale, le collège d'Aouaé manque pourtant de moyens et d'équipements pédagogiques. Mais les professeurs y sont habitués et savent parfaitement comment s'organiser. Nous faisons ce qu'on appelle un curriculum d'enseignement, c'est-à-dire nous travaillons avec ce que nous avons sur le terrain et ça nous réussit. Nous avons de la volonté et quand on a la volonté, rien n'est impossible. On se bat et puis il arrive même des moments que parfois les enfants n'ont pas de livres. Mais comme nous avons quand même une petite bibliothèque qui est assez fournie, nous sommes obligés parfois de faire des photocopies, même si on nous dit que ça tue le livre, mais nous sommes parfois obligés de faire comme ça. Mais ce que les élèves préfèrent copier dans ce collège, ce sont les footballeurs. Beaucoup de sport donc, avec la bénédiction du corps enseignant. Un enfant qui dort, toujours après l'école, il dort là, toujours malade, exposé à la maladie. Le palu, généralement en Afrique, c'est le palu qui va. Ceux qui font le sport, le palu est toujours mis de côté. Et ceux qui ne le font pas, malheureusement, ils sont toujours voués à la maladie. Le palu, le rhumatisme, les maux de tête et autres, les attrapes. Une âme saine dans un corps sain. Donc c'est important de comprendre ce phénomène. Ici, le sport est obligatoire et compte autant que les autres matières. Et pour communier dans l'effort, un seul culte, le football. Vous savez, le Cameroun, c'est un grand pays de football avec les lions indomptables. C'est presque comme une religion ici. À l'école, tout le monde doit jouer au football ici. Tout le monde joue effectivement au football. Vous aussi, monsieur l'abbé? Tout à fait. Même comme j'ai pris un peu d'âge, mais ça m'arrive de temps en temps de jouer un peu aussi. Des parties interminables en rêvant de pouvoir jouer un jour comme les plus grands.
Voilà, nous sommes en liaison avec Jimmy Adjoviboko depuis Lille. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends bien, merci. Très bien. Alors, je rappelle donc vous êtes directeur de Diambar, une association pour le foot et l'éducation et qui est partie prenante dans cette opération Un but, l'éducation pour tous. Vous êtes aussi ancien joueur professionnel au RC Lens, le célèbre club de Lens. Quel lien finalement vous voyez entre cette éducation footballistique et l'éducation, disons, traditionnelle? Pourquoi ce lien intégrant et qui a finalement fédéré beaucoup de stars du football? Écoutez, on connaît la passion des jeunes pour ce sport. Et on s'est dit, nous, joueurs, avec Bernard Lama, Patrick Virac, et Saersec avons mis en place ce projet. On s'est dit que effectivement cette passion pouvait être un véritable levier pour transmettre des valeurs, transmettre une éducation et surtout faire prendre conscience à ces jeunes, mais aussi à leurs parents et à tout l'encadrement, tout l'entourage, de l'importance de l'éducation pour leur développement à eux, mais aussi pour le développement du pays et du continent. Alors, c'est-à-dire que le football est une sorte d'amorce, presque d'appât, pour finalement entraîner les élèves à l'école, alors que sans cela, ils ne le feraient peut-être pas. C'est ça, c'est un bonbon, c'est une carotte que l'on montre, que l'on pointe au nez des écoliers. Vous savez, vous allez sur beaucoup de terrains en Afrique, beaucoup de jeunes veulent devenir des Eto'o, des Drogba, et pour ça sont même prêts à délaisser les bancs de l'école. Et nous, au contraire, justement, c'est ce qu'on leur dit que sans cette éducation, rien n'est possible pour eux, mais aussi pour le développement de leur pays et de leur continent. Donc, pour nous, il y a je dirais, cette partie, je dirais, beaucoup plus médiatique, où on utilise le pouvoir d'attraction des joueurs, mais il y a aussi dans les contenus tout ce qu'on essaye de mettre en place. On essaye si on fait de la géographie, on essaye de toucher à la sphère footballistique pour les attirer, pour les intéresser, et pour les passionner, et ça marche vraiment très très bien. Roland Biache, il y a une différence de taille avec certains programmes qu'on a entendus parfois disséqués ou appliqués dans les banlieues françaises, où l'on considère que finalement le sport est à même de sauver ceux qui sont à la dérive. Là, il y a une vraie différence parce qu'on insiste aussi sur le contenu éducatif. Oui, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence, parce qu'il y a beaucoup de formules incantatoires dans tout ça, mais c'est vrai que l'exemple qui est donné par Jimmy Adjoviboko sur l'école de sport qu'il a montée avec ses amis au Sénégal est en quelque sorte un modèle, même s'il faut aussi se méfier des modèles, mais il est vrai que prendre le sport comme un vecteur fondamental et équivalent aux autres matières dans l'enseignement de base, je crois que c'est un élément important. Il faut savoir que dans beaucoup de pays du Sud, mais en Europe également, et je ne suis pas certain que la situation soit si brillante que ça en France, le sport reste quand même souvent le parent pauvre des matières enseignées. Donc là, je crois qu'inverser la problématique et dire que le football, qui est quelque chose de très important dans beaucoup de pays, peut être un élément qui amène à la suite, est une démarche, en tout cas une réflexion particulièrement intéressante et qui vaudrait certainement pour d'autres sports. Mais c'est vrai que le foot est sans doute probablement le sport le plus populaire du monde. Donc il a une vraie force d'attraction, comme l'a dit Jimmy Adjoviboko. Précisément, Jimmy Adjoviboko, de quels moyens disposez-vous pour monter ce type de projet, notamment en Afrique ? Quand on a mis en place le projet Diambar, ça fait tout juste 10 ans, on fête nos 10 ans cette année, en même temps que les objectifs du millénaire. On a eu comme partenaire la région Nord-Pas-de-Calais, l'État français, l'État sénégalais. On a eu pas mal de partenaires privés qui ont cru en notre projet. C'est vrai qu'on je pense qu'on l'a monté avec beaucoup de sérieux et aujourd'hui on est arrivé à un vrai modèle
que ce soit sur le plan économique ou parce que c'est un vrai modèle aussi économique, parce que le plus important, c'est aussi que cette structure qu'on a mise en place et qui a pour objectif de se développer, puisqu'on a mis la première structure en place au Sénégal et on vient de lancer la deuxième au mois de janvier en Afrique du Sud, et on a l'intention de reproduire le concept. Il était important que ce modèle soit totalement autonome et qu'au bout de quelques années, on n'ait pas toujours besoin de solliciter des fonds venus du Nord et qu'on puisse être totalement autonome. Donc aujourd'hui, le modèle qu'on a mis en place nous permet non seulement de subvenir à nos besoins, mais de dégager des fonds qui nous permettent de développer d'autres projets autour de l'éducation. Parce que notre leitmotiv, c'est de faire du foot passion un moteur de l'éducation, et le foot est vraiment un moyen. La fin étant vraiment l'éducation. Fabrice Ferrier, c'est vraiment ça, c'est finalement éviter aussi la dérive de certains jeunes qui ont en tête le rêve, on parle du football, qui ont en tête le rêve du vedettariat, de la starification, en leur disant attention, très peu d'entre vous y arriveront, il y a une base à maintenir. C'est tout à fait ça, et je dirais que ce qui est intéressant dans cette campagne, dans la campagne Un But, c'est précisément qu'elle implique les plus jeunes. Il s'agit d'une motivation personnelle, collective, pour rappeler notamment l'importance de l'éducation, l'importance de ses objectifs du millénaire pour le développement. Et clairement, au niveau de la campagne du millénaire des Nations Unies, c'est ce pari que nous faisons. C'est-à-dire que sans les citoyens, sans leur action de plaidoyer, d'interpellation des politiques pour les rappeler à leurs engagements. Je veux dire, ces gouvernements, ils étaient 189 à l'époque, ils sont désormais 191, ils sont engagés dans une feuille de route. Ils n'avaient pas le couteau sous la gorge, très clairement. Mais ils sont engagés sans traîner les pieds ? Et ils sont engagés parce qu'il y a une mobilisation. On sait bien que les politiques sociales, elles ne sont pas si faciles à mettre en œuvre. Ça, malheureusement, c'est universel. C'est souvent selon un rapport de force. Et quand Kofi Annan a créé cette campagne, la campagne du millénaire, c'est précisément cette campagne on aura un succès dans la réalisation des OMD seulement si et seulement si nous avons les citoyens avec nous. Il s'agit que ce ne soit pas une énième convention onusienne. Il s'agit clairement d'avoir des citoyens qui interpellent le gouvernement, qui leur demandent des comptes. C'est bien ça la question, et donc c'est, je pense, tout à fait l'objectif de la campagne Un But. Alors on va revenir justement sur cette participation citoyenne. On va marquer une petite pause dans ce débat, le temps de faire un point sur l'actualité, et on se retrouve tout de suite après.